Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième entrevue à l'occasion de cette campagne électorale pour les élections du 1er octobre 2018. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Fabien Torres de Québec solidaire. Enchanté. Enchanté. Merci d'avoir accepté cette invitation. Grand plaisir. Donc, avant de commencer, Monsieur Torres, je vais faire une brève présentation. Donc, vous êtes actuellement professeur en sociologie au Collège Lionel Groulx, donc juste ici. Vous êtes impliqué dans de multiples projets dans la région de Groulx, dont un projet de simulation des Nations Unies. Et pour cette campagne électorale, vous êtes candidat pour Québec solidaire dans la circonscription de Groulx. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Effectivement, je m'implique dans beaucoup de choses et j'ai développé un fort sentiment d'attachement à la région des Basses-Laurentides, ce qui m'a amené à me présenter, effectivement. Donc, parfait. On se retrouve aujourd'hui dans le Collège Lionel Groulx pour cette entrevue qui va se dérouler en plusieurs segments. On va commencer avec des questions longues sur M. Torres et sur Québec solidaire, sur les propositions du parti. On va enchaîner ensuite avec des enjeux tirés au hasard et on va finir avec des questions en rafale. On fait comme la première entrevue avec Mme Monique Sauvé. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Parfait, on peut commencer dès maintenant. Votre action politique se divise en trois axes majeurs: la justice sociale, la transition écologique et la participation citoyenne. Ça tombe bien, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc, première question par rapport à la justice sociale. Quel genre de mesures Québec solidaire propose-t-il pour faire augmenter la justice sociale? Alors, la justice sociale est un mot très vaste, Oui, qui peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est sûr qu'on axe beaucoup à Québec solidaire l'idée de ne pas montrer qu'on est dans des grands idéaux, mais plutôt dans des mesures concrètes qui peuvent changer le quotidien des gens. Alors, la première réponse que je pourrais... Il y a plusieurs volets à ce que je pourrais dire. La première, qui concerne quand même beaucoup d'individus, ça serait augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Je pense qu'il y a à peu près 1 million de personnes en ce moment qui gagnent en dessous de Oui. ça changerait donc la vie d'un... Le salaire minimum actuellement est à 12 $ de l'heure, Oui. juste pour le spécifier. Oui, très bonne... Et donc ça changerait la vie d'à peu près 1 million de personnes. Donc, voilà, par rapport à leur pouvoir d'achat aussi, donc par rapport aussi à une éventuelle croissance économique que cette mesure pourrait amener. Donc cette idée-là, donc voilà, de remonter un petit peu les plus bas salaires, et qui s'accompagne avec l'idée d'un salaire maximum. Donc ce qu'on désire, c'est que finalement, il y ait un ratio de 1 à 30, qu'un dirigeant ne peut pas gagner 30 fois plus que ce que gagne le salarié le plus bas dans son entreprise. Donc partout, le gouvernement du Québec a des actions, a une influence. On obligera les entreprises à respecter ce ratio 1,30. Parce qu'à l'heure actuelle, précisons qu'un dirigeant va gagner 200, 250 fois, 300 fois ce que gagne le plus bas salarié. Alors, je veux bien que ce soit une personne qui ait beaucoup de responsabilités, mais quand même, de là à 200 fois, déjà, il faut être, selon moi, un peu surhumain pour mériter de gagner 200 fois ce que gagne quelqu'un. Donc, ça serait les deux premières mesures. D'autres mesures qui concernent la justice sociale, ou plutôt peut-être directement la pauvreté, on propose l'idée d'augmenter donc l'aide sociale. Donc quelque chose qui a été diminué par le gouvernement libéral, donc de l'augmenter un petit peu pour que ça soit, parce qu'en ce moment, quelqu'un sur le bien-être social gagne à peu près 600 par mois, 620 $ je crois, et donc c'est vraiment, on peut à peine survivre avec ça, et ça n'encourage pas les gens à avoir un niveau de vie suffisant pour retourner à l'emploi. Donc ce qu'on espère, c'est que c'est augmenter un peu plus, et les études démontrent que quand on augmente un peu plus, les gens finalement survivent un peu, et ont le temps de s'occuper de chercher un emploi. Mais avec ceci, l'idée de construire 50 000 logements sociaux, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de logements abordables, ne serait-ce qu'ici dans la circonscription de Groulx, on compte à peu près 10 000 personnes qui ont besoin de logements abordables, qui sont en attente de quelque chose qui peuvent se payer, parce qu'on a à peu près une personne sur 5 qui met la moitié de son salaire dans le logement, ce qui est énorme. Donc, et en ce moment, il y a seulement à peu près 226 ménages qui profitent d'un logement social ou d'un logement abordable sur donc une demande de 10 000 personnes. Donc le droit au logement nous apparaît très important à défendre.
Et je terminerai sur un projet très intéressant, un projet pilote de revenu minimum garanti. Donc c'est un revenu finalement qui serait donné à des individus. Ça a été fait en Finlande, ça a été fait en Ontario. Donc il serait donné à des individus sans condition. Et donc même qui ne travaillent pas, et même s'ils travaillent, en fait, ça ne le serait pas diminué. Parce que ça, le problème en ce moment, mettons, du bien-être social, c'est que si tu gagnes de l'argent, si tu travailles, ben, ça t'est diminué de ton aide sociale. Fait que finalement, ben, ce n'est pas une incitation à aller travailler, puisqu'on te l'enlève quand tu le gagnes. Donc voilà, ce serait un projet de revenu minimum garanti, ce qui est un projet selon moi très intéressant pour un peu sortir on va dire du travail, d'avoir plus de liberté dans la manière de vivre. Et puis voilà, je pourrais en parler. Il y en a vraiment beaucoup justement qui vont dans ce sens-là, parce qu'on se prétend un parti populaire, hein, donc non pas populiste, mais vraiment pour le peuple. Hein, donc changer les normes du travail, donner 4 semaines de vacances, comme la plupart des pays européens. Donc ça paraît fou quand on est ici, mais en fait la plupart des pays ont une très bonne croissance économique. Donner plus de congés pour la conciliation famille, travail, études, même implication. Parce que tout ça, c'est du bénévolat, mais ça a besoin d'être reconnu par la société. Donc voilà, je pense que là, je fais le tour des mesures qui pourraient essayer de répartir un peu mieux les richesses dans notre société. À propos de l'environnement, vous avez dit, je vous cite, « Nous fonçons vers de multiples crises environnementales. Les canicules ne sont que la surface de ce qui nous attend. » Alors, ma question est la suivante. Pensez-vous que l'on puisse éviter ces crises environnementales et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les éviter, c'est une question difficile parce que beaucoup de chercheurs disent que quel que soit notre niveau de conscientisation, on n'est pas assez inquiet face à ce qu'il arrive. Que ce soit donc l'acidité des océans, les gaz à effet de serre, donc les catastrophes naturelles. L'année 2007 a été l'année des catastrophes naturelles, donc plusieurs milliards de coûts en catastrophe naturelle. Et donc la tangente est déjà prise vers quelque chose qui va être assez difficile à rectifier. Et d'autant plus du fait qu'on ne fait pas grand-chose. La plupart des indicateurs nous montrent qu'on n'a pas réduit, on n'a pas atteint les cibles de réduction de gaz à effet de serre qu'on aurait désiré. Donc on n'en fait pas assez. Ça, c'est notre point de départ. Cela étant, je garde un regard très optimiste sur les choses, dans le sens que l'humain est capable de réinventer des mondes. On est capable très vite de se réajuster. On l'a vu dans les années 90 avec la crise du verglas, on l'a vu l'année dernière avec des inondations. Très vite, on peut se réajuster et trouver d'autres manières de fonctionner. Et c'est ce qu'on fera, c'est ce qu'on n'aura pas le choix. Comme certains décroissancistes vont dire, la décroissance, soit on va la subir, soit on va la choisir. Donc je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait la choisir, pour pas justement parce qu'elle menace en ce moment une partie de la survie de notre humanité. Voilà pourquoi Québec solidaire a des engagements très ambitieux. Parce qu'on ne peut pas juste changer une petite mesure. On doit changer toute notre manière de fonctionner. Et en écho à ce que Roosevelt a fait dans les années 1930, le New Deal, cette relance économique, nous, ce serait quelque chose que j'ai appelé le Green Deal. Donc repartir vers un véritable plan de relance écologique. Donc pour ça, il faut des investissements massifs dans les infrastructures. Québec solidaire parle d'à peu près 12 millions de dollars. On parle de dépenses d'investissement. On ne parle pas de quelque chose, mettons, c'est un peu comme l'équivalent d'acheter une maison. C'est quelque chose que tu vois à long terme, sur les 30 prochaines années. Pour des gares, des tramways, c'est un plan qui créerait environ 300 000 emplois. Et donc dans ce plan-là, il y aurait donc un volet transport qui est extrêmement important, avec l'idée donc premièrement de construire, donc de développer vraiment le transport collectif, autant interurbain que intra-urbain. Donc le plan de Montréal est très très ambitieux sur plus d'une trentaine de stations de métro. Et aussi donc voilà, avoir des autobus entre les villes qui sont en train de disparaître en ce moment. Et pour tout ça, pourquoi? Pour le relier au fait qu'on veut vraiment diminuer l'auto-solo. On veut qu'il y ait de moins en moins de monde qui soit tout seul dans un char. C'est pas compliqué. Donc le covoiturage est bien sûr une bonne option, le transport actif aussi. C'est tout ce qu'on appelle l'intermodalité, pour apprendre plusieurs moyens de transport. Bien sûr, l'ennemi numéro 1 est l'auto-solo. Et Québec solidaire souhaite, comme d'autres pays le font, la Norvège le fait en 2025, l'Inde le fait, l'Angleterre 2030, donc interdire la vente des voitures à essence d'ici 2030. On ne pourra plus en acheter en 2030. En 2040, on ne pourra plus acheter des voitures hybrides.
et en 2050, il n'y aura plus une seule voiture à essence qui circulera sur le territoire du Québec. C'est ça notre ambition. D'autres pays le font. Les constructeurs automobiles, Volvo, Volkswagen, ont déjà adopté ça, sont déjà en train de tourner complètement leur flotte de voitures vers l'électrique ou vers l'hybride. Ils ont compris que c'est concerné dans ce sens-là. Ne serait-ce que à cause du prix du pétrole, en fait. Donc, les transports, voilà, il faut aller vers l'électrification, encourager les gens à aller vers ça avec des crédits d'impôt et également s'assurer d'avoir une offre très intéressante de transport en commun. Ici, dans le groupe, il y a une étude qui a été faite qui montre que 66% des individus sont prêts à prendre les transports en commun si c'est quelque chose où ils perdraient moins de temps. Parce que si c'était plus accessible. Oui, plus accessible, mais surtout, ils perdraient moins de temps. C'est ça le critère. Parce que je vous donne quelques chiffres. Les coûts de la congestion, ici sur la rive nord, vont atteindre 1,5 milliard d'ici 2021. C'est une augmentation de 175% entre 2008 et 2021. Et 50 millions d'heures seront perdues dans les transports d'ici 2021. Sur l'autoroute 15, donc pour venir ici, le volume de véhicules va augmenter de 5%. Et donc 45% d'heures de retard supplémentaires. Construire des autoroutes, comme le propose la CAQ, le Parti québécois, le Parti libéral, ça fait que rajouter des voitures. On le sait. À Montréal, on a construit la 40 pour déboucher la 20. Est-ce que la 40 est débouchée? Pas du tout. Ça a doublé le nombre de voitures. Donc, quand on construit des routes, les gens se disent « Ah ben, je vais prendre mon auto moi aussi ». Ça ne règle rien. Peut-être à très court terme, mais ça ne règle rien. Et si on prend en compte là-dedans les gaz à effet de serre, savoir que le transport routier représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre du Québec, si on prend en compte ça, les problèmes de santé, de maladies respiratoires, donc de diabète, d'obésité que ça peut occasionner, eh ben l'auto solo, en fait, est un problème sur tous les plans. La perte de temps, la santé individuelle et la santé collective. J'ajouterai à cela qu'on désire, à Québec solidaire, diviser par 2 le prix du transport en commun, donc urbain, partout sur les territoires, pour toutes les catégories d'usagers. Par exemple, ici, Montréal, Sainte-Thérèse, une famille avec 2 enfants, ben, ça va coûter déjà 60 $. Donc 7,50 par personne. Aller-retour, ça va faire 15 $. Donc c'est reconnu que chaque variation va amener de 10% des tarifs, va faire varier l'achalandage d'environ 3%. C'est aussi une mesure, justement, comme vous disiez tout à l'heure, de rendre le transport en commun plus accessible. Prochain segment maintenant, on est rendu aux enjeux pigés au hasard. Donc je vous rappelle, dans ce bol, il y a 10 questions qui ont été écrites par des jeunes de mon âge ainsi que par moi-même. Monsieur Torres, vous voulez en piger une en premier comme ça ici? Avec plaisir. Alors, éducation. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Les subventions aux écoles privées font beaucoup jaser au Québec en ce moment. Québec solidaire va-t-il diminuer, augmenter ou ne pas toucher à ces subventions? Eh bien, effectivement, si ça fait beaucoup jaser, c'est en partie grâce à nous, ou on va dire à cause de nous, pour certains. Le débat n'est pas nouveau. On le ramène évidemment parce que c'est un débat essentiel. Alors, si vous avez entendu nos propositions, on souhaite couper le financement public des écoles privées. Pourquoi? Les réponses sont très simples. Le Conseil supérieur de l'éducation estime que le système québécois est le système le plus inégalitaire au Canada. On parle d'un système à 3 vitesses, avec le privé, le public international qui est un peu tiré vers cette logique de compétition, et le public régulier qui est complètement délaissé. Ce qu'on propose à travers cette mesure, c'est un genre de nivellement par le haut de tout le système. Pourquoi? Parce que la première idée, c'est que toutes les écoles privées pratiquent de la ségrégation. Elles disent toutes que non, elles disent que ce n'est pas une sélection, ce sont des tests, etc. Mais c'est tout de la sélection. Il y a 12% d'enfants qui vont au privé, et pourtant il y a 2 fois moins d'élèves en difficulté. On parle d'à peu près 10% d'élèves en difficulté contre 22% au privé. Sachant que dans ce 10%, j'inclus des écoles privées entièrement subventionnées, spécifiquement pour les besoins, pour les élèves en difficulté. Donc les écoles privées qu'on voit un peu partout ont encore moins d'élèves en difficulté. Donc elles se retrouvent tous au privé. Deuxième raison, c'est donc tout le monde finance finalement, parce que l'école privée est financée à 75%,
tout le monde finance un système qui ne profite qu'à une minorité, n'est-ce pas? Et une minorité d'ailleurs qui est à Montréal, Québec et la Montérégie. C'est 75% des écoles privées. Donc toutes les régions, en fait, n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas accès à des écoles privées. Donc quand on parle de libre choix, le vrai libre choix, ça serait qu'il n'y ait pas cette iniquité entre ceux qui ont une école privée à côté et ceux qui ne l'ont pas. Pourquoi je dis que c'est un nivellement par le haut, alors qu'on nous accuse de faire un nivellement par le bas? Parce que si on ramène tous ces élèves qui sont plus favorisés, on parle de 1 élève sur 6 au public est défavorisé, et donc il n'y en a aucun dans le privé, et je pense que c'est bien 1 sur 6. Et donc si on ramène ces élèves-là dans le réseau public, et bien en fait ça va créer une plus grande mixité sociale, et c'est bien connu que c'est la mixité sociale qui permet de développer des compétences. Toi, si tout le monde dans ta classe est de haut niveau, tu ne pourras pas développer des capacités de leadership ou de gestion, de compréhension de la réalité de notre société. Donc faire quelque chose d'homogène, c'est négatif autant pour l'éducation que pour le système en général. J'aimerais ajouter à cela que 73% de la population est pour cette proposition, parce qu'évidemment ça ne leur profite pas, et que c'est une mesure qui, contrairement à ce qu'on dit, rapporterait de l'argent. On gagnerait à peu près 120 millions. Pourquoi? Parce qu'on estime que, comme en Ontario, en fait, ça va ramener la moitié des élèves au public, puis la moitié complètement privée. Donc ceux dont on paye le 75%, on ne payera plus pour à peu près 6% d'élèves. Fait que ça va faire des économies qui vont pouvoir être réinjectées dans le système public. C'est maintenant mon tour de piger la prochaine question. Mm-hmm. Petit moment de suspense. Ouais, j'adore. C'est une question. Égalité homme-femme. Un gouvernement solidaire serait-il paritaire? C'est-à-dire qu'entre 40% et 60% des ministres seraient des femmes? Écoutez, on a dans les candidats dépassé la parité. Donc je ne sais plus on est à combien, mais on est peut-être à 60%, je pense, quelque chose comme ça. La CAQ aussi a un bon chiffre là-dessus. On critique beaucoup la CAQ d'avoir mis un peu des femmes poteaux. Là. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas prendre position là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que je vois des candidates autour de moi, femmes, qui sont totalement habilitées à devenir des ministres. Je vois Marjolaine Goudreau à Mirabel, qui est quelqu'un qui a travaillé dans la santé toute sa vie, à différents échelons, qui a créé des organismes avec des travailleuses sociales, personnes qui pourraient très bien occuper un poste de ministre de la Santé. Je pourrais, ministre de l'Environnement, Céline Lachapelle dans Argenteuil. Donc il y a beaucoup de candidats qui sont extrêmement impliqués, qui connaissent très bien la cause. Et la candidate pour le poste de Premier ministre de Québec solidaire, c'est une femme, c'est Mme Manon Massé. Évidemment. Donc Manon Massé serait la Premier ministre, Gabriel Dubois, donc le vice-premier ministre. Donc je ne serais pas très inquiet. C'est un parti profondément féministe. Genre, il y a toute une section sur le côté féministe de nos propositions, de notre orientation. Donc je suis assez convaincu qu'on le ferait. On est maintenant rendu au dernier segment, les questions en rafale. Donc, je vous rappelle le principe. Je vais poser à M. Torres plusieurs questions, une à la suite de l'autre, et il va devoir y répondre en 10-15 secondes, donc une ou deux phrases, gros maximum. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Pas trop stressé? Ça va. Donc, le 5 septembre dernier, la Presse Plus a dévoilé les meilleures idées de ses lecteurs. J'en ai choisi quelques-unes. Je vous les nomme une par une et vous me dites si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Parfait? Parfait. Première idée, instaurer des péages sur les autoroutes pour financer le transport collectif. Pour l'instant, mauvaise idée. Il n'y a pas besoin les gens payent assez sur les routes, pas besoin de rajouter ça. Il y a d'autres manières d'aller chercher l'argent. Hausser les tarifs d'électricité pour accroître les revenus d'Hydro-Québec. Mauvaise idée. Ça ne fait qu'augmenter. Et c'est régressif parce que les plus pauvres écopent de plus en plus. Mauvaise idée. Privatiser la gestion du système de la santé. Très mauvaise idée. C'est déjà la direction du Parti libéral, puis ça fait que des catastrophes. Repenser la façon dont on construit nos écoles.
Très bonne idée, une architecture lumineuse, de la nature, on a hâte de voir ça au Québec. Réglementer, voire interdire l'utilisation des pesticides. Très bonne idée, il faut aller dans ce sens-là. Justement, le jugement de Monsanto, il y a des choses positives là-dedans. Oui, il faut absolument aller vers le biologique. Et dernière idée, obliger les écoles à planifier des sorties culturelles, donc musées, bibliothèques, pièces de théâtre, etc. Très bonne idée, c'est quelque chose qui se fait déjà. Il faut encourager à le faire, puis surtout que ça soit gratuit pour les parents. Donc on laisse les questions. Prochaine question, comment se déroule votre campagne jusqu'à présent? Très bien, il y a une belle contagion, ça se développe de plus en plus, les sondages montent, même dans le groupe, et puis les gens aiment le projet, aiment nos idées. Qui va gagner le 1er octobre? On verra bien. La plus grande qualité de Manon Massé, la co-porte-parole de Québec solidaire. J'ai lu son livre, moi ça m'a marqué, c'est une femme très humble, elle parle très peu d'elle dans son livre, elle se met pas de l'avant, elle aime les gens, elle va vers les gens, elle s'en fout des sondages. Elle a un projet de société à défendre, puis c'est ça qu'elle défendra jusqu'au bout. Et son plus grand défaut? Tu sais, ça serait de dire un peu qu'elle n'a pas le profil dominant de politicienne, mais c'est pas un défaut. Moi, je ne considère pas que c'est un défaut. Et finalement, quel est l'enjeu le plus important pour l'avenir du Québec selon vous? L'écologie, c'est sûr. C'est pas d'emploi sur une planète morte, comme on dit. Donc, vous avez le mot de la fin pour faire une conclusion de 1 minute. Donc, allez-y. Ben écoutez, je suis très heureux de cette invitation. Moi, j'admire des jeunes comme vous qui haïez cette démarche-là, de vous intéresser à la politique, d'interviewer des candidats. Moi, je suis très content de parler à un public jeune. En fait, c'est ce que je fais tous les jours dans mon enseignement. Je veux juste te dire que je fais ça parce que j'espère pouvoir un petit peu inspirer, autant comme prof que comme candidat, dans la bonne direction. Je veux juste faire tout ce qui m'est donné de faire pour qu'on aille dans la bonne direction selon moi. Donc une direction avec moins d'inégalités, une société plus écologique, parce que je suis jeune, je vais en vivre les conséquences, mais vous êtes jeune et vous allez encore plus vivre les conséquences. On va devoir gérer des crises importantes. Et il faut être bien éduqué pour ça, il faut être politisé, il faut s'engager dans n'importe quel parti politique, mais intéressez-vous, allez voter et réfléchissez, qu'est-ce qui est le meilleur pour l'avenir de notre société. Pensez à long terme. Souvent les partis politiques pensent à court terme. Ce que Québec solidaire veut amener, c'est l'idée de penser à plus long terme, de réfléchir sur un horizon plus loin que son élection. Donc on n'est pas là pour le pouvoir, on est là pour changer le monde en fait, quelque part. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Torres, d'avoir répondu à mes questions. Ça fait un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Et continuez comme ça. Merci.